Le petit déjeuner a une histoire. Quand on visite le Louvre et qu'on voit le tableau de Boucher, qui s'appelle Le Déjeuner, car on ne dit pas encore petit déjeuner au XVIIIe siècle, on ne se rend pas forcément compte que l'on est dans quelque chose alors de totalement nouveau. Et de totalement nouveau parce que l'Europe a envoyé depuis 2 siècles des vaisseaux partout dans le monde, s'est emparée de régions tropicales, y a imposé des plantations et a découvert des boissons exotiques que des Américains, avec le coco alt des Aztèques et des Mayas, des Chinois, avec le chai, fait avec le Camellia sinensis, le théier, ou les Turcs, qui avaient repris aux Arabes le kawa, le café, ont progressivement intégré comme le rite du matin, thé, café, chocolat, avec du sucre. Ces boissons qui viennent de toutes les régions du monde ont aussi supposé tout un rite nouveau, le petit déjeuner, dont on peut écrire l'histoire, une histoire discrète qu'on oublie souvent. Et cette histoire, elle a nécessité aussi tout un appareillage dans sa préparation. Pensons simplement au grille-pain, par exemple, qui est une invention du début du XXe siècle, car il a fallu faire des métaux qui pouvaient transmettre la chaleur sans se désintégrer. Et il a fallu prendre des récipients, des théières, des cafetières, des chocolatières, des inventions du XVIIIe siècle, en partie dérivées de bols ou d'objets que les Aztèques, que les Turcs, que les Chinois surtout, avec la porcelaine, avaient déjà fabriqués pour leurs objets, mais que les Européens ont transformés, adaptés. Ils ont mis des sous-tasses, ils ont surtout mis des anses aux tasses, qui sont quelque chose de tout à fait nouveau. Et cet appareillage nouveau, qui pour nous est tellement familier qu'on n'y fait plus attention, c'est quelque chose qui chaque matin est dans notre vie quotidienne, sous forme de bol, de tasses, de mugs, quand on beurre nos tartines, quand on met du sucre et du lait dans son thé ou son café, quand on prend un chocolat chaud avec du lait. On a là chaque fois quelque chose qui a nécessité toute une appropriation, toute une transformation, toute la fabrication d'un repas nouveau. L'expression petit déjeuner ne s'impose, avec le petit, ne s'impose qu'au début du XIXe siècle. Avant, on rompt le jeûne de la nuit, on se remet à manger. C'est le déjeuner, comme le nom du tableau de Boucher de tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui est une pratique nouvelle, qui se décline d'ailleurs dans des tas de mots dans le monde, suivant des variations, mais que globalement, l'Europe, l'Occident, a réussi à plus ou moins imposer à tous les hôtels du monde, tous les hôtels internationaux, mais aussi à beaucoup de sociétés où l'on prend maintenant du café tôt le matin, quitte à y tremper du poisson, comme le font des Polynésiens, quitte à mélanger avec d'autres traditions, comme on peut le faire avec le maté, par exemple, en Amérique du Sud. Mais vous avez là quelque chose qui est une pratique auquel on a trop peu prêté attention. C'est pourquoi il était important d'essayer de voir non seulement comment on peut raconter une histoire du petit déjeuner, qui n'a que 3 siècles, et qui est quelque chose qui n'avait jamais été fait, mais surtout comment en mangeant le matin quelque chose de sucré, de la confiture par exemple sur une tartine, en le trempant dans une boisson sucrée qui vient de régions tropicales, du thé, du café ou du chocolat, eh bien on mangeait le monde. Et derrière cette alimentation, il y a toute une histoire qui est aussi celle des découvertes, mais aussi des échanges de plantes, mais surtout des plantations. Donc de l'esclavage, des traites négrières, des coulis, des premières plantations de thé anglaises dans l'océan Indien, une histoire qui est celle de l'inégalité du monde. C'est à la fois une histoire d'un repas mondial et l'histoire d'une carte du monde que l'on peut avoir dans son bol chaque matin.